Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons David Stepanov. Il vous fait danser depuis toujours. Vous l'avez écouté à la radio, vous vous êtes trémoussé sur ses mix dans les plus grands clubs ou au mariage de vos proches. Bref, il fait partie de votre vie. Comment est-il devenu DJ ? Quelles sont ses influences ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour David. Bonjour Delphine. Je n'ai pas besoin de te présenter Yann. Bonjour Yann, son visage m'est familier. Peut-être sort-il beaucoup. Bonjour David. Où es-tu né ? Où as-tu grandi ? Dans la région Rhône-Alpes. Je suis né à Valence, j'ai passé mes 11 premières années à Lyon, les 11 années d'après à Grenoble. Et ensuite, j'enchaîne directement ou... Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. Absolument. Je suis devenu DJ à Grenoble et rapidement, je me suis retrouvé par hasard à Saint-Tropez. Ah, on a fait un bond là. On est passé de 0 à 20 ans. Histoire de gagner 2 heures. On va revenir 2 petites secondes. Okay. Donc tu grandis du côté de Lyon. Ouais. En famille ? En famille. Famille unie, oui. Frères, sœurs ? 2 sœurs, un père qui n'est pas mon père, mais je l'apprendrai bien plus tard. D'accord. C'est rigolo ça, non ? Ça arrive souvent, pas souvent, mais quand même, si rare. C'est ça. Ouais, je l'ai appris vers 9-10 ans. J'avais pas le même nom puisque mon vrai père m'a reconnu, donc je harcelais ma mère pour savoir, mais comment ça se fait enfin tout de même ? Vous m'avez adopté, tu veux pas me le dire ? Et malheureusement, elle a passé beaucoup de temps à me dire non, je te le dirai plus tard. C'est très con, je te le dis direct. Non, c'est très con, il faut dire aux enfants tout de suite, ils peuvent comprendre. Voilà. Ça s'est bien passé, je l'ai bien vécu, même super bien vécu, puisque je n'étais pas super copain avec ce que je croyais être mon père. Voilà. Et du coup, tu t'es rapproché de ton père biologique ? Pas tout de suite, non. Je l'ai vu à 31 ans pour la première fois et je l'ai vu 3 fois depuis. Donc non. Dans ce cas-là, je sais pas si c'est intéressant pour vous. Dans ce cas-là, en fait, c'est inconscient, mais on a besoin de le retrouver pour l'abandonner à son tour. C'est complètement inconscient, il n'y a pas de calcul. Une fois que tu as retrouvé ton vrai père, tu réalises que tu as besoin de l'abandonner. J'en ai parlé à d'autres gens qui ont le même schéma familial. C'est pareil, c'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Parce qu'en fin de compte, ton vrai père, c'est le père qui t'a élevé, en fait. Oui, c'est ça. Et ce jour-là, quand tu rencontres ton vrai père, tu comprends ça. Que tu t'entendes bien ou pas, c'est la personne qui t'élève, ton père. Voilà. C'est un peu... Tes sœurs vivent dans le coin ? De en Lyon région ou dans le Rhône-Alpes. coin ? En région Rhône-Alpes, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a eu il y a 20 ans un drame familial où j'ai perdu ma mère et ma sœur à cause d'un camion qui a accueilli un feu. Donc il me reste une sœur qui a 46 ans, dont je suis très proche, grâce à cet accident. Et où est-ce que tu as fait tes études alors ? Grenoble. Grenoble. À Grenoble. C'était bref mes études, sinon je serais pas DJ, tu sais. Et ton premier job alors ? Mon premier job c'était animateur de radio. Dans les années 80, je suis né en 69, donc en 89 j'ai 20 ans. Et à l'époque, DJ et animateur de radio, c'est très proche. Souvent, l'un ne va pas sans l'autre, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et donc, comme je voulais faire DJ, j'ai commencé par faire animateur de radio. C'était beaucoup plus accessible. Et tout part de là. Donc, tu produisais tes propres émissions ? Oui. Je faisais du flux, l'animateur qui te dit il est 10h, voici MC Solar. Et puis, de là, je suis passé critique cinéma en radio. C'était beaucoup plus excitant. Comment t'es venu à ça ? C'est la directrice d'antenne qui a eu cette super idée. À donner ça à un gamin de 19 ans, je trouve ça judicieux. J'ai bien sûr j'avais aucun talent pour ça, mais en tout cas, j'adorais aller au cinéma gratuitement. J'en ai profité pendant plusieurs années puisque j'ai fait ça 10 ans en changeant de support. C'était une passion pour toi le ciné ? Ça l'est toujours. J'ai toujours voulu faire réalisateur. Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu planté. Par contre, j'étais assistant réalisateur sur le premier court-métrage de Nicolas Bedos et Gilles Paquet-Brenner. Ils ont fait ça ensemble. C'est un court-métrage que vous ne verrez jamais. La plupart des premiers courts-métrages ne sont pas destinés à être montrés. Généralement, on en a honte quand on l'a fait. C'est leur cas. Donc moi-même, qui joue même dedans, je ne l'ai jamais vu.
Je suis pas certain que eux l'aient vu non plus. Parce que ça n'a jamais été jusqu'au montage ou Si, le truc a été finalisé, mais ils l'ont pas montré. Ils l'ont pas montré, c'était... En tournant, ça se devinait que ça serait pas visible. J'y passe à part. Il n'y a aucune méchanceté, aucune. Je taquine même pas. C'est normal que c'est des gamins. On parle de gamins de 20 ans qui se lancent. Qui entre-temps ont fait leur chemin quand même. Nicolas Bedos, tout le monde le sait. Gilles Paquet-Brenner peut-être un peu moins, mais il a quand même fait 7, 8, 9 longs métrages, pardon. Ouais. Avec des castings parfois de dingue. Il y a Charlize Theron, Meryl Streep, j'en passe et des meilleurs. Meryl Streep, c'est sorti directement en vidéo. Enfin, en direct to vidéo, comme on disait avant, ce serait plutôt direct to Netflix aujourd'hui. T'arrives, parce que tu nous parles de Grenoble, t'es à la radio. Ouais, je deviens DJ. Parce que c'est-à-dire que tu fais la journée animateur radio, ouais. Et du coup on te propose de plus en plus de mixer juste une seule fois. Le DJ de la boîte à la mode à Grenoble vient dans ma radio, proposer au DJ star qui est là de prendre sa place. Il n'est pas intéressé, mais moi je suis témoin de la scène et je lui dis moi je veux. Voilà. Comme ça je suis pris. Je deviens DJ dans la boîte à Grenoble. Ça dure 3 mois parce qu'au bout de 3 mois on me propose de partir à Saint-Tropez. Pour l'ouverture de la saison. Ouais, exactement. Dingue. Ouais. Parce qu'en fait, entre-temps, je me fais engager par le patron du bar gay à la mode. À l'époque, les lieux gays sont à la mode. Sont des locomotives pour tout le monde. On est en quelle On est en 92. Ça, ouais. Et le boss du bar gay de Grenoble à la mode est le petit ami du patron du Pigeonnier à Saint-Tropez. Bien sûr. Et il me dit en mars, un mardi soir, j'ai une place pour toi à Saint-Tropez. Il faut dire oui tout de suite et partir demain. Il n'y a pas eu une demi-seconde d'hésitation. J'ai dit oui. Voilà. J'ai fait mars, avril, mai au Pigeonnier, juin, juillet, pour ceux qui connaissent Saint-Tropez, juin, juillet au Papagayo, parce qu'il y avait Philippe Corti qui était résident, mais il a dû partir au Club Med. Dont Jean Rock s'occupait en fait. Non, pas encore. Pas encore. Jean Rock est à l'Hysteria, qui est devenu depuis le VIP Room, mais qui entre-temps s'est appelé le Bal, pour ceux qui connaissent Saint-Tropez. Et le Papagayo, c'était Philippe Corti, le DJ. Il a eu des soucis avec la justice, donc il a fait un séjour au Club Med. Et donc ça m'a permis de rentrer au Papagayo pour juillet-août. Et pour juin-juillet, parce qu'en août, c'était David Guetta qui était prévu, qui était déjà une vedette. Pas la star d'aujourd'hui, mais c'était une belle vedette en 92. Donc j'ai fait mon mois d'août dans un club privé sous le Papagayo qui s'appelait le Pirate Studio. Voilà. Comment est-ce que tu as appris à mixer ? Très très bonne question. J'ai pris des cours à la radio avec les DJ chevronnés qui travaillaient à la radio. D'accord. C'était assez simple. D'accord. À l'époque, il y avait des studios, il y avait le studio pour l'antenne, quoi, pour le direct. Et il y avait des studios où tu te servais pour enregistrer. Donc là, ils me donnaient des cours amicalement sur les. D'accord. T'avais déjà une collection de disques ? Oui, 100% de mon argent de poche depuis mes 12 ans passé là-dedans. Donc ouais. En vinyle ? En vinyle. Il n'y avait pas d'autre chose à l'époque, tu sais. Mmh. Le compact est arrivé fin 80, 89, 90. Avant que ça rentre dans les mœurs, pour un DJ, il s'est passé du temps parce que les platines n'étaient pas adaptées au CD. Donc avant qu'on s'en serve, je crois que les premières platines CD en boîte, je les ai eues en 96 et on s'en servait pas vraiment. Elles étaient en doublon avec le vinyle. On s'en servait uniquement dans le cas du CD single qui ne sortait pas en vinyle. Ce qui arrivait de plus en plus. Ouais, pour le radio edit ou truc comme ça. Et tu continues à mixer en vinyle ? Ou ça peut arriver, c'est plus cher. Parce que forcément, tu te trimbales. Ce sont des caisses de 25 kilos. Mais si vous voulez, je le fais. Voilà. C'est nettement plus agréable, nettement plus sexy. Par contre, à se trimballer, j'en peux plus. Je peux plus. Tu préfères quoi ? Tu t'en fiches ? Non, j'adore vivre avec mon temps. J'adore les progrès technologiques. Et je trouve qu'ils sont absolument dingues dans ce métier. Un peu trop, puisque ça permet à tout le monde de devenir DJ. Tous les deux, si vous voulez, dès ce soir, vous pouvez faire DJ. C'est notre cadeau de Noël. Quelles sont tes influences musicales ? La musique black. Pour quelle raison ? J'en ai aucune idée.
Je sais par quoi ça commence. Ça commence par mes 45 tours de gamin, qui sont ceux de ma mère, notamment John Baez et Ennio Morricone, Here's to You, la musique de Sacco e Vanzetti. Celui-là, je l'ai poncé. Et après, les premiers morceaux de musique black, je m'en rappelle pas. Donc on écoutait beaucoup de musique chez toi? Pas tant que ça, non. Si, mon beau-père, c'était Georges Brassens, Jacques Brel et Mozart. Ma mère, c'était plus les Platters, Eddie Mitchell et... C'est des souvenirs très précis que j'ai de cet album des Platters et cet album d'Eddie Mitchell et qui sont passés énormément. Voilà, c'est peut-être ce sont les Platters. Pour les plus jeunes d'entre nous, les Platters, c'est ceux qui avaient fait le slow magnifique qui s'appelle Only You. Je vais pas le chanter. Non, c'est gentil aussi, ça monte très haut. Et tu gardes des amis de Vénissieux ou de la radio? C'est marrant, il sait que c'est Vénissieux, coquin. Je l'ai pas dit une seule fois. Comment tu le sais, tu as enquêté, salopard? Oui, de Vénissieux, non, plus beaucoup. De Grenoble, oui. Parce que c'est tous les DJ de mes débuts. On est toujours copains. On se fait des zooms de temps en temps. Ils sont plus trop DJ, mais ils sont toujours branchés musique. Donc, on reste en contact. Ouais. Et quand ils viennent à Paris, ils me font un coucou. Je suis très fier de voir ceux qui m'ont influencé venir me rendre visite en boîte. Donc là, tu pars à Saint-Tropez. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je fais une saison. Je sors avec une connasse. Non, une charmante demoiselle qui a eu l'idée de me faire venir à Paris. Ouais. C'était pas du tout dans mes projets. C'est par amour, alors. C'est par amour. C'est beau, non? Et j'ai adoré sa phrase avant la veille de mon arrivée. C'était au téléphone. Elle m'a dit écoute, j'ai bien réfléchi. Ce serait bien qu'on reste amis. Seulement, je devais habiter chez elle. Donc, ah ouais. c'était assez rigolo. Et donc, je m'installe dans un hôtel à Bastille le 15 septembre 92. Et le jour de mon arrivée, donc j'ai 1500, comme dit Thierry Ardisson, ça fait cliché, mais c'est vrai, j'ai 1500 francs en poche et rien d'autre. Il n'y a pas de portable à l'époque. Et le jour de mon arrivée, donc c'est très urgent de trouver un boulot de DJ si possible. Et ce premier jour, je rencontre un grand chevelu que j'ai connu à Saint-Tropez, qui se trouve être DJ au Whisky à Gogo le jour de mon arrivée. Hein. Il s'appelle Cyril Baudin. Il me dit, oh putain, mais c'est incroyable que tu sois là. Il me faut un remplaçant pour ce soir. Et là, j'ai regardé le ciel. J'ai dit merci. Même Claude Lelouch n'en voudrait pas dans un scénario. C'est urgent que je trouve un boulot. Et le jour de mon arrivée, ça se fait. C'est miraculeux quand même quand il pense. Donc pour ceux qui savent pas, Cyril, très grand DJ pendant très longtemps et qui aujourd'hui gère le Bus Palladium. C'est ça, directeur artistique du Bus Palladium. Ok, donc tu le remplaces au whisky. Je le remplace et puis la patronne adore et elle m'engage. Voilà. Pas au détriment de Cyril, on se partage le boulot. Quoi, pour ceux qui savent pas, le Whisky à Gogo... C'est aujourd'hui le Gen... Non, attends, il y a eu plusieurs noms. C'est passé par le WAG, ensuite le Gen... En tout cas, c'est rue de Seine. C'était rue de Seine à l'époque. L'entrée se faisait rue de Seine, c'est là où Jim Morrison, soi-disant, a fait son overdose. Paraît-il. Agnès Varda nous en aurait mieux parlé, mais elle n'est plus là malheureusement, puisque c'est elle qui l'aurait amené du Whisky à Gogo à chez lui, à côté. Aujourd'hui, l'entrée est rue Mazarine. Et aujourd'hui, ça s'appelle le Pamela, je crois. Comment s'appelait le nom de la petite amie de Jim Morrison? Je sais pas. Je crois que c'est Pamela. À vérifier. Je dis peut-être une grosse bêtise, attention. Hein. Voilà. Donc, je me retrouve au Whisky à Gogo. Et tu y restes J'y reste 92, 13, 2 ans. 2 ans. Ça se termine au Prud'homme, puisque la patronne... c'était pas ce qu'il y avait de plus clean dans ce métier. Et voilà. Je galère un peu, très franchement, de boîte en boîte, jusqu'au 19 octobre 1994. Sans avoir envie de retourner en radio. Vraiment, t'as fait... Non, parce que ça paye pas vraiment, ça. Hein. Non, DJ, ça paye beaucoup mieux, déjà. Oui, mais ça pourrait être... Oui, ça aurait pu, mais j'y ai pas pensé un instant. C'est ça. Non, vraiment, parce que mon truc, c'était DJ, animateur radio, j'aime bien ça. Mais c'est pas... Je préfère faire DJ. Ouais, ça m'éclate plus. Même aujourd'hui, hein, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, à plein temps. Et je m'en lasse pas. Je trouve ça fou. Je me demande si j'ai pas une déficience mentale. Non, t'aimes juste faire danser les gens, voilà. C'est tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 94 ? En 94, il y a le patron des planches de Deauville qui reprend
un club rue du Colisée, à côté des Champs-Élysées, qui s'appelle Olivia Valère. Il appelle ça les planches. Moi, je connais pas du tout. Pas que c'est très connu, mais je connais pas Deauville, donc tout ça, je connais pas. Je vais le voir. Et ok, vous allez faire un essai. Ok, d'accord. Et puis finalement, je suis resté 10 ans. Cette boîte a changé ma vie, très clairement, parce que d'abord, j'ai rajouté un 0 à mon salaire, qui était très très bas. Et rien que pour ça, je suis très reconnaissant. Je suis resté 10 ans là-dedans. Ouais. Et à partir de là, je n'ai plus eu à postuler. C'est-à-dire de là, on m'a démarché pour... Constamment. Pourvu que ça dure. Tu jouais tous les soirs ? À l'époque, oui. Enfin, du mardi au samedi, ce qui est fou. Ça n'arriverait plus aujourd'hui. Quoique, les planches sont peut-être encore ouvertes, certainement pas le mardi, mais peut-être du mercredi au samedi. Mais c'est un cas. DJ résident tous les soirs, oui. Ça n'existe plus, ouais. Ça n'existe plus, c'est certain. Mais déjà, Whisky à Gogo, c'était du mardi au samedi. Donc c'est là où tu fais non seulement tu récupères un statut en fait, et tu fais tes rencontres professionnelles les plus importantes. Carrément. Ouais, tout le monde est venu, ça a commencé. À part Cyril Bodin, donc. Oui. Le premier, c'était Bruce Merritt. Vous êtes rencontrés comment avec Cyril ? À Saint-Tropez, j'étais donc au Pirate Studio au mois d'août. Le Pirate Studio, ça appartenait à Thierry Kayat, qui était un des patrons de Blanc-Bleu. Et c'était aussi le premier karaoké. Blanc-Bleu du sportswear. Voilà. Et c'était aussi le premier karaoké de France. C'est-à-dire qu'à cette époque, les karaokés n'étaient pas du tout à la mode ou démocratisés en France. C'était pas connu. Même le mot karaoké, on connaissait pas. Et ce truc-là, c'était un club privé qui faisait karaoké. Donc, je faisais animateur. Donc, avec écran. Pas piano-bar, en fait. Ouais, avec écran, où tu lis les paroles. Et dans les clients, on a eu Florent Pagny, Vanessa Paradis, tu vois, des gens comme ça, pour une pièce qui fait 60 personnes maximum. C'était assez rigolo. et Cyril Bodin venait chanter. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, c'est vrai que Cyril a toujours eu un groupe et il chante très bien. Ouais. Il joue de la musique. Ouais. Et donc ensuite aux planches, là, ça Birdman. Oui, le groupe de Cyril, ouais, c'est ça. Et donc aux planches, la première grosse rencontre, c'est Bruce Merritt. Pour ceux qui connaissent La Nuit Parisienne, c'était un personnage important puisqu'il faisait des soirées très importantes. C'est toujours. C'est toujours, c'est vrai. Mais dans les années 90, c'était encore plus fort à mon avis. Oui. C'est lui qui dirigeait, qui faisait la soirée du tout Paris au Palace. Oui, c'est ça. Et j'étais allé le voir au Palace quand il me connaissait pas. Il m'a dit, oui, tu sais, nous, les DJ, vas-y, note ton nom, là. Et là, il me sort une liste de 50 mecs, je vois 50 numéros de téléphone, je dis, ok, je vais quand même le noter, mais bon, je sais bien que ça sert à rien. Et là, par contre, il vient aux planches, et là, c'est lui qui vient me voir. Il me dit, oh là, pourquoi t'es pas venu me voir? Mais si, je suis venu te voir. Voilà. Et on est devenus super potes. Page 4. Et on est devenus super potes à ce moment-là. Il m'engageait pour la Villa Barclay qui venait d'ouvrir. Et on est restés super potes, on est toujours potes, on s'appelle. Villa Barclay, qui avenue Matignon. Voilà, qui est aujourd'hui le Matignon, qui est passé par plusieurs noms. Le Nirvana, le Rival de Luxe. Où il y avait un piano. Où il y avait un piano, exactement. À l'entresol, voilà. Avec un pianiste qui jouait, et qui nous accompagnait, très beugler les chansons. C'est vrai. Mais j'ai failli oublier ça alors que j'ai passé presque 8 ans à la Villa Barclay. Oui, t'as raison. Parce que souvent on me dit, oui, ils font comme au Piaf, parce que le Piaf... Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi, Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ça, oui. Je sais pas. T'es trop jeune pour y être, c'est ça. Oui, tu serais pas rentré. Et donc tu le suis à la Villa Barclay. Ouais, ça se passe très bien, on se marre bien. C'est lui qui s'en va le premier, c'est bien que ce soit le patron, il revend ses parts aux frères Coste, et qui eux-mêmes, au bout d'un an, vont revendre ça à Monsieur Bourdoncle, un concurrent auvergnat qui est moins médiatique que les Coste, mais qui est très connu dans le milieu, qui a pas loin d'avoir autant d'établissements que les frères Coste, dont Sénéki à Saint-Tropez, j'en passais des meilleurs. Ah oui. Oh oui, là d'un coup. Oui, voilà, c'est du lourd. Lui, ce sera le Nirvana avec Claude Chal. Voilà, qui va pas durer très longtemps. À la même adresse. Est-ce qu'il y a un club dans lequel tu n'as pas joué et dans lequel tu aimerais mixer? Ou aurais aimé. Aurais aimé. Non, très franchement. Si, à New York à l'époque. Mais j'étais trop jeune. Si, les clubs où jouaient les Junior Vasquez, Danny Tenaglia, le Tunnel, le Palladium, c'était des clubs de dingue. Mais maintenant, très franchement,
bien qu'il soit pas aussi grand, le Queen, c'était un truc extraordinaire. Je suis resté 10 ans au Queen. J'ai fait même à Paris, j'ai fait des clubs plus grands. Tu jouais, donc t'étais résident le lundi. Le lundi pour la soirée disco. Mais il m'arrive, donc pendant une dizaine d'années. La disco qui était Queen. Une soirée très populaire pour ceux qui connaissent pas. Mais au-delà de ça, j'ai été amené à faire d'autres soirées au Queen. Même le week-end où ça jouait house, voire un peu tech house, techno, enfin des choses un peu plus dures. Et bien que ce club soit pas si grand, pas si, enfin, on mettait 1200 personnes quand même. Oui, non, mais même plus, 1500. Je dis, il y a nettement plus grand. Et ben, c'est le club le plus dingue où j'ai joué. Et je sais pas pourquoi. Je veux dire, j'ai joué au Mix Club à Montparnasse, qui est nettement plus grand, avec le même patron, hein, mieux équipé. L'enfer. Enfin, non, pas l'enfer. Le Mix Club, c'est en face. C'était en face, à Montparnasse. Il n'y avait pas cette magie. J'ai joué au 287, qui était encore plus grand, en Porte d'Aubervilliers. Pareil, il n'y avait pas cette magie. C'était bien, hein, mais c'était pas aussi génial que le Queen. Tu as posté en fait justement sur ton mur Facebook un hommage à John Miles qui vient de mourir. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est l'auteur-compositeur et interprète de la chanson qui s'appelle Music. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, ce que cette chanson représente pour toi ? Alors, d'abord, Music, c'est un morceau qui dure 7 minutes, où les 4 premières minutes sont plutôt rock, et la fin est plutôt disco. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et c'était pour moyen d'aller aux toilettes. Oui. Avant, il y avait les slow. Les mecs mettaient Scorpion pour voir. Et au Queen, pour la soirée disco, qui était donc très populaire, on avait choisi ça comme espèce d'hymne pour faire un show lumière dessus à 1h du matin. Et c'est devenu le morceau référence de la soirée, si tu veux. Donc ça reste un souvenir très émouvant pour ceux qui ont connu cette soirée, et pour moi le premier, forcément. Ah, je confirme. C'était assez extraordinaire. Il y a donc, on parle enfin un peu de musique, parce qu'au finalement, on parle beaucoup de boîtes de clubs et revenons un peu à la musique, puisque finalement, c'est ta passion. Ouais. Quels sont les titres que tu joues le plus ? Que j'ai le plus joué dans ma vie ? Ouais. Alors, on va découper ça en décennies, au moins en deux parties quand même, parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je pense que celui que j'ai le plus joué dans ma vie, c'est Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Est-ce que vous aimez mon accent anglais ? Oui, Can't Take My Eyes Off You. Voilà. Personne connaît le titre et le nom du groupe, mais tout le monde connaît la chanson. Et on compte sur Delphine pour nous chanter l'air. Non, merci. Non, ça fait pas partie de l'émission, vraiment. Je pense que c'est ce morceau-là, ouais. D'abord, c'est un très bon morceau, archi galvaudé, hein, évidemment, j'en peux plus, mais qui marcherait toujours, je pense. Enfin, en tout cas, dans une soirée disco, évidemment. Donc, il y a des titres que tu joues plus. Oui, enfin, ça dépend où. Bah, effectivement, là, on parle d'un morceau disco galvaudé. Donc, si je fais une soirée disco, je vais le jouer. Hein. Mais non, ça, je le joue plus. Je le joue pas spontanément, si tu veux, dans une soirée, bien évidemment. Mais je pense que c'est le morceau que j'ai le plus joué dans ma vie. Avec, dans un autre style, Arrested Development, Everyday People, ou People Everyday, je sais jamais. Tout le monde voit ce que c'est, ce morceau? Tu vas nous le chanter, Delphine? Non plus. Mais oui. J'aime bien, il répond pour moi. On mettra le lien de toute façon. Et plus bizarrement, aujourd'hui, parce que je joue un peu de rap des années 90 de temps en temps, et je pense que le morceau que j'ai le plus joué depuis ces 20 dernières années, c'est un morceau de rap que pas grand monde connaît, qui s'appelle Tap the Bottle par les Young Black Teenagers. Ça date de 1993. Ça a l'énergie du morceau Jump Around que tout le monde connaît. Voilà. Jump. C'est la même année, ça a la même énergie. C'est beaucoup moins connu, c'est tout. Mais c'était un tube assez fort à l'époque quand même. Mais je le joue toujours. Voilà. Donc on a compris que c'était pas forcément tes préférés. Tes chansons préférées, c'est quoi? Les chansons préférées. Oh là là, il y a 3 morceaux de Prince dans mes 3 morceaux préférés, je pense. Je suis très fan de Prince. Je sais pas pourquoi non plus. Hein. Mais j'adore Prince. Je l'ai vu 5 fois en concert. C'est la plus grosse baffe que je me suis pris quand j'étais ado. Voilà, nettement, j'aime bien Michael Jackson, mais ça n'a rien à voir. J'avais une vraie passion pour Prince. C'est un vrai showman en plus. Ouais. C'est un musicien. Ouais. Producteur. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ça joue dans la passion que j'ai pour lui? Je sais pas. Ouais. Enfin, tous les fans de Prince sont comme moi. Hein. Ils sont. Bah voilà, il est génial. C'est vrai que sur scène, il est extraordinaire. Parce que honnêtement, ces 7-8 derniers albums,
à un près, était franchement pas terrible. Alors que sur scène, ça restait à chaque fois extraordinaire. Et mes 3 morceaux préférés, c'est trop compliqué, franchement, c'est trop compliqué. Controversie de Prince, et pourtant, tu me poses la question en 30 secondes, je t'en réponds d'autres. Non, mais c'est tellement trop compliqué. Non, c'est vraiment trop compliqué. Si il y a mon morceau house préféré, ce serait Cathy Brown. Mais on va perdre l'auditoire en étant trop spé. Trop pointu, tu veux dire hein. Non, on est là pour apprendre des choses. Cathy Brown, en mix de Knee Deep, le dub, et le titre c'est, je m'en rappelle pas, Happy People, je crois. J'espère que c'est ça le titre. Happy People par Cathy Brown. Le dub de Knee Deep, je pense que ça peut être intégré à des blind tests. Comment ? Ça va être intégré à des blind tests. Voilà. Et tout le monde connaît ce morceau, avec une intro qui dure... Enfin, tout le monde, pardon. Tous les gens comme Yann qui sont sortis en boîte pendant 30 ans connaissent ce morceau. Je sais pas de quoi tu parles. En parlant de boîte, malheureusement, l'actualité nous a rattrapés. Ouais. Hier, Jean Castex a annoncé une nouvelle fermeture pour 4 semaines. Oui, dans un premier temps. On vient de parler de blind test. T'en as pas mal fait pendant le premier confinement. En tant que client, en tant que participant. Participant, oui. Qu'est-ce que t'as prévu de faire pour ces 4 prochaines semaines ? C'est tellement frais comme nouvelle, c'était hier soir. Hein. C'était il y a moins de 24 heures. Là, j'en ai aucune idée. C'est un coup de massue sur la tête. Très franchement, je m'y attendais pas du tout. Je plaisante pas, hein. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, il y a les présidentielles qui arrivent. Je vois pas pourquoi il n'y a pas eu de cluster en boîte. Pour quelle raison ils feraient ça ? Bah si, ils l'ont fait. Dans les meetings politiques, ça se tape sur la gueule, ça porte pas de masque, ça bat les femmes. Je sais pas si vous avez vu les vidéos de si. Voilà. Et forcément que les meetings vont pas être interdits. Par contre, les clubs, je ne sais pas pourquoi, sont interdits. Ça me dépasse complètement. D'autant plus que les bars dansants sont pas concernés, alors que c'est la même chose. Enfin, je ne comprends pas. Soit ils sont pas du tout au courant, ils font ça pour dire tiens, on a fait quelque chose. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Et donc il suffit quoi d'installer une cuisine dans une boîte de nuit pour le transformer en bar dansant ? Ouais, c'est plus compliqué que ça. Ouais, il faut demander faire une demande de statut qui prendrait des mois. Donc c'est foutu. Mais non, pour moi, c'est incompréhensible. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'ils n'y connaissent rien, tout simplement. Ils ne comprennent rien. C'est juste pour dire on a fait quelque chose. Je vois pas d'explication rationnelle. Du coup, tu restes à Paris, tu pars, C'est trop frais, vraiment. J'ai pas eu le temps d'anticiper. D'y réfléchir. On vient de m'annuler il y a moins d'1 heure mes 2 prestats de vendredi et samedi. Donc, et honnêtement, je m'y attendais pas non plus parce que ce sont pas des discothèques. Eux, ils sont pas obligés d'annuler ceux qui m'ont annulé là. Ils ont juste peur, comme pénalement ils sont responsables. S'il y a un cluster, ils ont juste eu peur, ce que je peux comprendre. Donc, ils ont préféré annuler. Ouais. Sinon, on parlait du confinement tout à l'heure. Comment as-tu vécu le confinement, toi ? Plutôt bien, parce qu'il y a un miracle qui m'est tombé du ciel. C'est assez régulier quand même. Les miracles ? Je touche du bois, parce qu'il me semble que oui, c'est assez régulier. Je dois avoir une bonne étoile. J'ai un copain qui m'a refilé sa place sur RTL2. Robert Lévy-Provençal, RLP, grand DJ. Merci encore, Robert. Et grâce à ça, j'ai passé mon confinement à faire une émission hebdomadaire sur RTL2, 2 500 000 auditeurs. Pop Rock Party tous les vendredis, d'octobre à juillet. C'était génial. Voilà. Donc ça m'a sauvé, honnêtement, alors certainement pas financièrement parce que tu deviens pas milliardaire avec ça, mais en tout cas pour la santé mentale, ça fait un bien fou. Retour aux sources aussi. Oui, et aussi. Et puis, c'est 3 heures de mix qui t'en prennent 15 à préparer quand même. Donc, c'était génial. Enfin, c'était nourrissant. Tu t'es replongé dans ta discothèque. Génial. Oui, pour faire des choses que finalement, j'avais pas fait depuis longtemps. Puisque là, t'as pas la pression de la piste. Donc, et j'étais libre. Parce que je trouve ça fou, en 2021, d'avoir été libre, d'être libre pendant 3 heures sur une radio pareille. Donc, merci beaucoup. Je me suis éclaté. Comment vous vous êtes rencontrés avec RLP ? Ah, ça, c'était génial. C'était au Festival de Cannes 99. Je le connaissais parce qu'il était un DJ connu. Mais je connaissais pas sa tête. Je suis à l'époque au Festival de Cannes, chaque terrasse des 3 palaces était exploitée, ou des 4 palaces, était exploitée par, cette année-là, c'était au Noga Hilton, c'est Radio Nova qui gérait la terrasse. Et c'était en plein après-midi.
et c'était désert. Je suis seul, je sais pas pourquoi je suis seul, mais il y a 2 DJ qui mixent, donc ils mixent pour moi. Et c'est très sympa, enfin j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et comme ils le font pour moi, je me suis senti obligé d'aller leur parler, de leur dire merci, c'est super. Et je les ai pris un peu de haut dans le sens où j'ai failli leur dire, si vous voulez, je peux vous aider, je suis DJ moi aussi. Et je dis comment vous appelez, et là ils m'ont dit Bibi. Bibi c'est Énergie Better Days. Bien sûr. La première émission à Ouz. Énorme. Donc déjà, je me prends une première baffe qui m'a dit vas-y tiens rentre chez toi. Et le deuxième, et toi tu t'appelles comment? RLP. Bon ok je vais y aller. En double fil. Voilà, et on est resté, on est devenus copains comme ça, on est devenus très potes, c'est même un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Sympa. C'était rigolo, oui. Ouais, c'était rigolo. Le coup, non, j'ai pris une vraie baffe quand ils m'ont dit leur nom. Ouais. Enfin, ça m'étonnait pas parce que c'était super, mais tu te sens con. RLP qui n'est autre que le frère de Michel Lévy-Provençal. C'est une question. Oui, c'est presque une question. Je ne connais pas leur lien. Parce qu'on a beaucoup plus évoqué Michel Lévy-Provençal pour les TEDx et les BOMA. Ok. Figurez-vous que j'ai pas la réponse à cette question. Non, moi non plus. Eh ben écoutez, on aura la réponse une fois que on diffusera l'épisode. Voilà. on donnera la réponse en tout cas, dans les commentaires. C'est le frère de David Chong, qui est un autre DJ assez connu. David Chong, qui vit en Thaïlande aujourd'hui. Donc les événements, beaucoup d'événements prestigieux, clubs, tous les plus grands clubs de France, de Navarre, enfin du monde, entier. Mm-hmm. Et donc on était sur RLP, le confinement. Ouais. Tu gardes le lien comment avec les gens? Déjà grâce à Facebook. Hein. Facebook c'est un truc de vieux, il y a aucun gamin qui est sur Facebook, mais nous en tout cas on s'en sert beaucoup. Effectivement, souvent avec les copains, on se dit, mais tu te rends compte que ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, qu'on a l'impression de se voir à cause de Facebook, mais qu'on s'est pas vu depuis 15 ans. Non, Facebook, ça c'est génial pour nous. Hein. Enfin, moi, je suis plus Facebook qu'Insta, et encore, moi, je te parle même pas de TikTok ou Snap. Là, ça me concerne même pas du tout. Mais Instagram à la rigueur un peu, mais en tout cas, je trouve ça... je suis toujours fan de Facebook. Il y a même une amie que tu as retrouvée après 40 ans, je crois. Bravo, Delphine a mené l'enquête. Oui, c'est vrai, ma chérie. Enfin, c'est fini depuis peu, mais on est restés 3 ans ensemble, 3 ans absolument génial. 3 années absolument géniales. Et on s'est retrouvés sur Facebook. C'était ma chérie en CE2 en 77. Pas vue pendant 40 ans. Je l'ai retrouvée sur Facebook. On a passé quelques années à se dire bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Et puis un jour, on s'est retrouvés, coup de foudre, et puis voilà. À l'autre bout du monde, en plus. Ouais, enfin, l'autre bout du monde. Oui, oui, effectivement, parce que j'ai posté une photo de San Francisco, mais on est partis ensemble à San Francisco. Ah. Et effectivement, ça aurait été encore plus romanesque. Et que ce soit par hasard. Tiens, bah ça alors, c'est drôle. Donc, DJ, journaliste radio. Tu as évoqué le fait que t'avais fait un peu de critique cinéma. Oui, pendant 10 ans quand même, hein. J'insiste sur le fait que j'avais aucun talent pour ça me paraît évident. Ouais, enfin, 10 ans et plus, t'as changé de radio. Donc, il y a des gens qui t'ont quand même embauché pour faire ce travail. J'ai du mal, je veux pas manquer de respect aux copains ou aux gens qui font ce métier. Puis plein de gens ont beaucoup de talent pour ça, mais j'ai du mal à respecter ce métier. Les critiques cinéma? Oui. Comment tu oses? Si toi-même tu n'as pas été oscarisé avec ton long métrage, comment tu oses critiquer quelqu'un qui a engagé une centaine de personnes sur 2 ans? Tu vas arriver avec tes gros sabots et tu dis c'est nul. Enfin, c'est très compliqué ce métier. C'est très spécial. Faut vraiment. Il y a eu l'équipe des Cahiers du cinéma qui était faite de Truffaut, Godard, Tavernier, j'en passe et des meilleurs. Je sais même pas si Tavernier était dedans d'ailleurs. Eux, ils avaient une certaine légitimité parce qu'ils étaient eux-mêmes réalisateurs. C'était la nouvelle vague qui se permet de critiquer. Oui, pourquoi pas. Mais si t'as pas toi-même réalisé ton film, comment peux-tu prétendre critiquer? C'est pareil pour tous les métiers en fait. Hein. Quand on me critique moi en tant que DJ, si toi-même t'es pas DJ, ça va pas me toucher beaucoup. Hein. Voilà. D'accord, donc on comprend mieux pourquoi la musique a pris le pas sur le cinéma, mais t'as fait des rencontres pendant ces 10 ans, je suppose que t'as fait des plein, parce qu'on interviewe tous les réalisateurs en promo, ainsi que les comédiens, ouais. Donc t'allais déjà au Festival de Cannes? Ouais, pas en tant que DJ. Oui, c'est ça, c'est marrant parce que je l'ai fait pendant 10 ans en tant que critique ciné, et puis j'ai enchaîné après en tant que DJ à faire des soirées pour des films, c'était assez sympa aussi.
Et quel type de cinéma aimes-tu ? Tous, vraiment, que ce soit le cinéma art et essai turc ou les blockbusters, en passant par la nouvelle vague. J'ai une préférence quand même pour les films plus anciens. Je suis pas du style à dire c'était mieux avant, mais dans le cinéma, j'aime tout ce qui s'est fait du début jusqu'à 79, ça j'adore, généralement. T'as un film préféré ? J'en ai 36. Au moins. Je sais pas, il y en a La Nuit du Chasseur. 79, en fait, tu n'aimes pas le Nouvel Hollywood, enfin ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. Si, le Nouvel Hollywood, c'est le début des années 70. Si. Oui, c'est 79, c'est Star Wars. Donc. Oui, c'est 77 plutôt Star Wars. Oui, donc entre-temps, ils ont... Oui. Entre-temps, il y a eu... Non, j'ai dit 79 tout à fait arbitrairement. Non, j'ai une préférence pour ce qui est plus ancien. Maintenant, je vais toujours au cinéma. Il y a plein de choses que j'adore sans arrêt. Là, récemment, j'ai vu l'avant-dernier Ridley Scott, le dernier Duel. J'ai trouvé génial. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Je vous le conseille. Voilà. D'accord. Mon film préféré, je suis très fan de David Lynch. Moi aussi. Je crois que j'aime tout de lui. Tout, vraiment. Le premier choc, ça a été Sailor et Lula, justement au Festival de Cannes. Mais j'ai tout vu. J'ai peut-être pas tout vu. Si, j'ai tout vu de lui, j'ai tout adoré. Il y en a pas un qui se détache. Ils sont tous. C'est une baffe à chaque fois. J'ai plutôt parlé en citer des réalisateurs plus que des films. Hein. J'adore Sergio Leone. J'adore. En même temps, c'est une évidence, ce sont des superstars là, du métier. Je vais essayer de trouver des mecs plus obscurs, ou des femmes plus obscures, des moins connus. Et les gens n'aiment pas forcément les westerns. Oui, bien sûr. Mais Sergio Leone n'a pas fait que des westerns. Il y a une musique de film qui t'a marqué ? Ennio Morricone. Tout. À part Ennio. À part Ennio Morricone. Ouais, même si c'est très ancien et pas très funky, j'aime bien Charlie Chaplin. Les musiques de Charlie Chaplin, c'est effectivement très ancien, mais ouais, je trouve ça fou la maîtrise qu'il avait ce mec-là. Quand il a tout inventé. Sinon, plus récemment, il y en a plein, il y en a trop. C'est compliqué de répondre à ces questions. Hein. Écoute. J'adore Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, pour ceux qui connaissent pas, c'est surtout celui qui a fait le générique de Mission Impossible. Mais sa discographie est très riche. John Barry aussi, qui a fait le générique de Amicalement Vôtre, pareil, une discographie très riche. Kubrick. Oui. Voilà, j'aime beaucoup les musiques de films, ouais. Ouais, je sais, même, j'ai envie de te dire que c'est même ce que je préfère aujourd'hui, les musiques de films. J'achète beaucoup d'albums de musique de films, ouais. Et est-ce que tu joues d'un instrument ? J'ai joué de la batterie, ma petite dame. Oh. C'était dans une autre vie, pendant 4 ans. J'avais 20 ans. Et plus récemment, j'ai pris des cours de piano. Il faut travailler pour progresser. Donc je me suis dit, bon, j'avais pas trop le courage de travailler, bien que j'adore ça. Et c'est marrant. Voilà ce que je me suis dit quand Jean Castex m'a encore dit au placard pendant 1 mois. Je me suis dit, voilà l'occasion de reprendre les cours de piano. Je vais le faire dès ce soir, dès que je rentre. J'appelle mon prof de l'époque. Ouais, ça me passionne, ça. Je vais absolument reprendre des cours. Si je gagne au loto, voilà ce que je ferai en premier, c'est prendre des cours de tout. de tout. Des cours de danse, des cours de dessin, des cours de piano, de musique. Voilà. C'est un truc qui me fait rêver. Apprendre. Ouais. J'ai appris plein de trucs, mais j'ai encore envie, ouais. J'ai soif de... T'as rencontré ton prof de piano comment ? On me l'a conseillé. Un copain DJ qui faisait des... Voilà, on me l'a conseillé. Alors justement, les copains DJ, donc, qui sont eux musiciens, tu te sens frustré de pas avoir produit ? Non. Vraiment pas. J'ai essayé. On s'est bien marré. J'ai une anecdote d'ailleurs, quand l'album Daft Punk de Homework de Daft Punk est sorti en 97, 16, j'ai un doute, 97 on va dire, avec un copain on fait un morceau, peu de temps après, avec beaucoup de filtres. Et il me dit, honnêtement je le trouvais bien le morceau. Et il me dit, non c'est abusé, ça ressemble trop à Daft Punk, on va le jeter. Donc on l'a jeté. Et suite à ça, des centaines, voire des milliers de morceaux
dans ce style sont sortis. Ça m'a un peu agacé. Voilà. Mais bon, j'ai pas de regrets. Si, j'ai une anecdote rigolote sur un morceau. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ghost producers, c'est-à-dire des gens qui font dans l'ombre d'un DJ, qui font un morceau, qui le donnent ou qui le vendent au DJ. Et moi, il y a un copain qui m'a proposé ça. Je lui ai dit, il m'a proposé un instrumental qui n'avait pas de nom. Il t'intéresse? Je dis non, je veux pas faire ça. Si je fais un truc, je le fais moi. Il dit bon, puisque c'est comme ça, je vais le proposer à Laurent Wolf. Laurent Wolf a appelé ça No Stress et a été numéro 1 dans le monde entier. Voilà. Bon, j'ai aucun regret parce que Laurent Wolf a fait. Yann est en train de s'étouffer. J'ai absolument aucun regret parce que d'abord, Laurent Wolf avait une notoriété que je n'avais pas, donc on serait pas parti du même niveau. Et puis il a aussi un talent que je n'avais pas puisqu'il a rajouté la ligne de chant. Que je n'aurais pas rajouté moi, tu vois, donc ça n'aurait pas donné le même résultat. Donc c'est très bien comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Et des remixes non plus? Parce que pour le coup, ta connaissance. Des réédits, ça m'aurait bien éclaté, ça m'aurait bien plu. Mais on est tellement, on est au bord de l'overdose là. C'est-à-dire que tout est réédité. La différence entre un remix et un réédit, c'est que t'as les bandes. C'est-à-dire la batterie, la basse, la guitare séparée, et tu reconstruis le morceau différemment. Voilà. Ça m'éclate. Littéralement le travail des Daft. Ouais. Bah, c'est vrai. Ça m'aurait éclaté, mais on est tellement submergé qu'on est au bord de l'overdose. J'en peux plus. Tout est réédité. J'en peux plus. Je sature. Vraiment, il y a plein de choses très belles, très originales, de gens très talentueux. Mais malgré ça, j'en peux plus, quoi. Il y a trop. Il y a overdose. Voilà. Donc, je ferai pas de réédit. On parlait d'apprendre tout à l'heure. Ouais. En 2005, tu as pris des cours de scénario. Bravo. Est-ce que tu voulais te reconvertir? Oui. J'ai toujours voulu réaliser, pour le cinéma. Même si je l'ai jamais fait par peur de l'échec. Ce qui est complètement con. Mais, c'est pas le premier. Oui, c'est pas le premier, malheureusement, c'est dommage. Donc avoir peur de l'échec, j'entends. Ouais, j'ai bien compris. Mais donc malheureusement, on est trop nombreux à être comme ça. Donc oui, j'ai pris des cours de scénario dans ce but-là, effectivement. À Paris ? Oui, à Paris, avec un copain réalisateur qui vient de sortir son long métrage, qui s'appelle Si on chantait, qui a fait 300 000 entrées. Voilà, à peu près. Ouais, j'ai pas exploité ça après, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Faut juste que je me fasse croire que j'ai 20 ans de moins pour me stimuler. Et ça se déroulait comment, ces cours? Eh ben, c'était assez simple. Et c'était pas uniquement des cours de scénario, en fait, c'était des cours de cinéma au sens large. On apprenait tout. D'accord. Le but, c'était de faire un court-métrage à la fin. On ne l'a pas fait. Mais en tout cas, il te promettait ça quand tu t'inscrivais. On s'est bien marré. J'ai rencontré plein de gens très intéressants qui sont restés des copains. Et personne n'est devenu réalisateur. C'est dommage, Comment est-ce que tu partages ton temps entre les clubs et les soirées privées? C'est 50-50 à peu près aujourd'hui. Les clubs payent beaucoup moins que le reste, mais ça te sert de vitrine pour te vendre, tout simplement. Et j'y tiens, parce que je m'amuse toujours autant en club. Et c'est marrant d'ailleurs que je m'amuse toujours autant. J'ai appris d'ailleurs hier que le bus Palladium allait s'arrêter. Je ne savais pas. Cyril Baudin m'a appris hier. Il me dit que c'est fini bientôt. Ça va devenir un hôtel. On n'a pas la date. On essaye de tenir jusqu'au mois de. Mais non. Oui. On essaye de. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de le dire au micro. Mais je l'ai dit, c'est trop tard. Oui, on coupera au montage. Alors, donc on a la boucle est bouclée, puisqu'on parlait de Cyril et du bus au début. C'est un monument de la nuit parisienne. Il m'a dit que le propriétaire des murs veut récupérer le bus pour en faire un hôtel. Alors ça, on l'a toujours entendu, mais cette fois-ci, il me le dit de façon officielle, hier soir. Et il m'a dit, on essaye de tenir jusqu'à l'été. Alors, je suis tombé de très haut. Bon, écoute, c'est pas non plus dramatique, puisqu'on peut dire que le lieu a bien vécu.
On en est à la 55e ou 56e année de discothèque. Bus Palladium. Moi, mes parents s'y sont rencontrés. Oui, tu y es né même. Je suis presque né. Donc... Ma grande sœur y a rencontré son mari. Oui, non, c'est clairement un lieu fondateur dans la famille Jarreau. C'est drôle. Ah ouais. Donc ça va s'arrêter. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas d'ici un an, a priori il y aura plus de Bus Palladium en tant que discothèque. Voilà. Eh ben ça c'est une très grosse info. Ouais. Donc évidemment, ça nous emmène sur effectivement des relations privilégiées avec pas juste les managers, mais les propriétaires de tous les clubs. Benjamin Patou et Laurent de Gourcuff. D'accord, non, c'est à eux que tu pensais, j'imagine, non? Oui, notamment. Comment je les ai connus? Oui. Ouais. J'ai envie de te dire par miracle. Je ne me rappelle pas de notre première rencontre, ni l'un ni l'autre, mais je les ai connus tout de suite en arrivant à Paris. Ils avaient donc 19 ans. C'est pas une blague, hein. Laurent de Gourcuff en client des planches, qui appartenait à Joël Schweitzer. Et Laurent de Gourcuff, qui est le patron de Paris Society aujourd'hui, un des plus gros groupes français de restauration et de clubs et d'hôtels maintenant, puisqu'ils viennent d'ouvrir l'hôtel le plus haut d'Europe, je crois. Tu me l'apprends, mais ça ils ont récupéré le refuge du Solèze à Val d'Isère. Ok, d'accord. Voilà. Et donc Laurent de Gourcuff, les planches sont ouvertes en octobre 94 et Laurent de Gourcuff a racheté les planches du haut de ses 25 ans en 98. Je me rappelle très bien d'une phrase du patron qui a dit, il a peut-être pas apprécié que je dise ça s'il l'entend, mais c'est la vérité, il l'a dit. Oui, je revends à ces petits jeunes là, parce qu'il était associé avec Adi Bakhtiar. Je revends à ces petits jeunes qui n'y connaissent rien, comme ça dans 6 mois je leur achète une bouchée de pain. On peut le voir, on est plus de 20 ans plus tard, bien plus de 20 ans plus tard. Et ils sont toujours là. Ils sont plus que bien implantés. Ouais. Enfin, en tout cas, surtout Laurent. Oh, Benjamin aussi. Oui. Très beau groupe d'événementiel, de restauration, bien sûr, évidemment. De nuit aussi. Évidemment. Non, mais autant l'un que l'autre, pardon. Oui. D'accord, mais c'est à eux que tu parles? C'est-à-dire? Pour bosser. Ils m'ont souvent appelé, Dieu merci. Enfin, merci Laurent, merci Benjamin. Ils m'ont souvent appelé. Aujourd'hui, non. Maintenant, on passe directement. C'est le directeur directement qui te contacte en général. Ils ont plus pas que ça à faire maintenant. Tu sais, ils ont tellement grandi, tellement grossi. Mais les directeurs savent tes relations privilégiées avec. En général, avec leur patron. Bien sûr, ouais. à moins que ce soit des petits jeunes, mais oui, bien sûr, oui. Oui, on est restés amis. Maintenant, ils sont trop occupés pour qu'on puisse se faire des dîners toutes les semaines. Mais en tout cas, on est toujours potes. Oui, c'est toujours un plaisir de se revoir. Quels sont les événements les plus fous où tu es mixé? Beaucoup au Festival de Cannes, finalement. Pour des soirées de films. C'est pas les plus gros films qu'on fait les plus belles soirées. Par exemple, pour la soirée de The Artist, qui est un film dont tout le monde se rappelle, avec Jean Dujardin, de Michel. Il y a un Oscar quand même. Hein. Aussi, voilà. Pas qu'un. La soirée était effectivement dingue, mais j'étais donc le DJ, mais c'est pas un super souvenir. Parce que dans une villa de dingue, comme il y a au Festival de Cannes, un cadre magnifique, il y avait une pièce cachée vraiment pas terrible, et là, l'organisateur s'est dit, pour optimiser, on va mettre le DJ là. J'ai dit, non, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Bon, je vais rester là. Donc, ça donne pas une soirée dansante terrible. La soirée est géniale, mais pas la partie dansante, puisque la pièce est cachée, voilà. J'ai fait des soirées pour mon meilleur souvenir chez German Film. Tu vois, ça va pas parler à grand monde. Pourtant, c'était dément. Voilà. Je peux pas te raconter plus. J'ai fait Rocketman, là, il y a 2 ans. Rocketman, c'est le biopic sur Elton John. Sur la plage du Carlton. Mais depuis le départ de Canal+, du Festival de Cannes, les fêtes sont moins folles, très, très franchement. Avant, t'avais 100% de stars ou de vedettes dans ta soirée. Aujourd'hui, si t'as 5%, c'est que c'est une super soirée. Parce que là, il y a que des gens que tu connais pas, qui ressemblent tous à Trump ou à Bogdanov, hommes et femmes. Hein. Et on se marre bien, mais c'est un peu différent. Sinon, il y a un événement qui me vient toujours en tête, c'est le lundi au Queen qui a suivi le décès de Michael Jackson.
Ah ouais. C'était peut-être la soirée la plus folle de ma vie. C'était absolument démentiel. En tout cas, c'est une des 3 meilleures soirées que j'ai fait au Queen. Par rapport à la réaction du public. Oui. Les gens venaient clairement célébrer le. Mais parce que tu avais fait une thématique spéciale Jackson. Elle s'est faite naturellement. On n'a même pas eu à communiquer là-dessus. Tout le monde savait que. Déjà, tous les copains, il est mort un jeudi, Michael Jackson. Tous les copains qui mixaient le week-end. Pour quelqu'un qui n'a pas de mémoire, c'est quand même assez précis sur les dates. C'était tellement marquant. C'est comme le 11 septembre 2001. On sait tout ce qu'on faisait à ce moment-là. Moi, je sais très bien qui m'a annoncé le décès de Michael Jackson, à quel moment. Une amie qui s'appelle Falwa, que je salue. J'étais dans la voiture d'un ami DJ qui s'appelle Fabrice Dayan. On était partis pour sortir, faire la tournée des Grands-Ducs. Et je me rappelle, je décroche le téléphone et elle me dit « Tu devineras jamais ». Et je réponds « Michael Jackson est mort ». Je sais pas pourquoi. Je dis « Michael Jackson est mort ». Parce que j'avais vu sur le net que Michael Jackson est parti dans un état grave à l'hôpital. Et je sais qu'elle est fan de Michael Jackson. Donc voilà, et là, il y a Fabrice Dayan qui est DJ aussi au Rasputin, pour ceux qui connaissent, qui se tourne vers moi alors qu'il est en train de conduire. Je dis regarde la route. Et voilà, donc c'était assez marquant. Donc le lundi qui suit, je suis au Queen. Et on a fait, pour une boîte qui contient 1200 personnes, on a dépassé les 2000. Pour ceux qui savent pas, parce que le Queen n'existe plus en fait, oui. C'est quand même la boîte de nuit sur les Champs-Élysées pendant 20 ans. Au numéro 102. 22. De 93 à 2016, à peu près. Donc un peu plus de 20 ans. Oui, mais ça avait quand même beaucoup changé. Et c'était le bien club. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, on dirait LGBT+. Ouais. Parce que voilà, où les fêtes étaient les plus folles au monde, où la French Touch est née, grâce au soir Respect le mercredi. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour ceux qui. Oui, c'était un club assez extraordinaire. Ouais. Surtout, en tout cas, jusqu'à 2001, 2002, 2003. Ouais. Et mais même après, c'était génial puisque j'y étais. Donc cette soirée, je vais terminer sur cette soirée de Michael Jackson. Pourquoi c'était dingue? J'ai pas les mots, fallait venir, tant pis pour vous. Mais je me souviens, j'avais prévu de lancer, je me suis dit au moment où je lance Billie Jean, qui est un des plus gros tubes de Michael Jackson, je ferai un blanc avant. Mais j'étais tellement pris dans l'ambiance, c'était tellement fou que j'ai pas fait de blanc avant. On n'a plus rien à foutre, on y va, on balance tout. J'ai compté après, parce qu'on peut lire l'historique sur nos ordi de ce qu'on a joué. Sur 110 morceaux, j'ai mis 37 morceaux de Michael Jackson. C'est pas mal, 37 morceaux. Hein. Ah, c'est une vraie playlist. C'est un bel fans. hommage. Ouais. Et puis surtout, faut les mixer, quoi. Ouais. Il faut trouver des trucs pour pouvoir jouer les titres. Ouais. Comment tu prépares tes sets? Jamais. Tu n'as jamais préparé tes sets? Ça ne m'est jamais arrivé. Et les rares, ça n'est pas jamais arrivé. Je l'ai jamais appliqué. Ça m'est arrivé 2-3 fois de préparer en amont et je me suis rendu compte sur place que ça servait à rien. Donc j'ai pas appliqué ce que j'avais préparé. À cause de l'audience, enfin du public et de la manière dont réagis. Mais ça nécessite de connaître 100% de la discothèque. Certainement pas, parce que j'ai plus de 100 000 morceaux avec moi, donc c'est pas possible. Mais les listes sont comme on fait des listes bien préparées, si tu veux, par style. Donc c'est l'expérience en fait, où tu as des séquences par cœur. Disons que quand on trouve un bon mix, un très bon mix, on le garde longtemps, peut-être un peu trop longtemps même. Mais c'est pas grave, puisque la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Sauf tes fans. Voilà. Mais effectivement, je prépare jamais une soirée. Enfin, très récemment, ça m'est arrivé la semaine dernière. Hein, et malheureusement, la soirée n'a pas eu lieu. Et j'arrive pas à me souvenir ce que c'était. Donc, c'était pas très intéressant ce que je viens de dire. Pardon. Avec quel artiste es-tu le plus fier d'avoir partagé le line-up? Marc Serron. Marc Serron, c'est l'inventeur du disco. Il se trouve que ses débuts de DJ, c'était avec moi. Et que, comme il a inventé le disco, que je suis quand même assez fan de disco, on va dire que c'est Marc Serron, ouais. Et quand j'ai bossé 3 mois avec lui au début, il était prévu que c'était un peu bancal comme projet, mais bon.
il était prévu que tu bookes Marc Serron comme DJ, que ce soit moi qui mixe et que Marc Serron soit aux percussions à côté. J'ai trouvé ça bancal dès le départ. Hein. Mais au final, il a fait une petite il a fait tout seul. Finalement, peu... oui, je me suis retiré du projet pour diverses raisons. On s'est très bien entendu, lui et moi, il n'y a pas de souci. Et finalement, c'est lui qui mixe comme un grand. Ça, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Au moins, tu te sens pas floué. Quand tu vas voir Marc Serron, c'est Marc Serron. Donc, tu lui as donné des cours de mix ? Non, carrément pas. Non, c'était... non. Au début, c'était un projet un peu bancal, si tu veux, qui voulait que je mixe. J'entends, mais il a appris à mixer, donc pas à tes côtés, un peu à tes côtés. Oui, on va dire ça, mais je lui ai pas donné de cours. Hein. Il me doit rien à ce niveau-là. Non. Par contre, j'ai été amené à partager des soirées après avec lui, en tout cas à Marseille au Rooftop R2. C'était un sacré souvenir. Dirigé par Jérôme Leguet. Oui, bien. Mais monsieur... et dont Laurent de Gourcuff est le patron. Et le propriétaire. Une fois de plus, oui. L'exploitant en tout cas. Ouais. Marc Serron, mais aussi Arthur Baker. Je parle à beaucoup moins de gens là, mais c'est le producteur du morceau Blue Monday de New Order. Évidemment. C'est un producteur de plein de morceaux. On mettra le lien quand même. Ouais, c'est un producteur de plein de morceaux de funk. Et c'est le producteur du film Beat Street, un film important pour moi. C'est un film sur la naissance du hip-hop, sur le New York City Breakers, le Roxy Crew, etc. Avec Harry Belafonte, il a produit ça. Il a surtout la musique. Ce mec, quand j'étais gamin, c'était Dieu. Et il a fait une soirée disco au June il y a 10 ans. Il a demandé à RLP, est-ce que tu as un DJ à me conseiller ? RLP a répondu David Stepanov. Et comme lui n'a jamais entendu ce nom-là, il a dit laisse tomber, je vais demander à quelqu'un d'autre. Il a demandé à Maximilien Niepce, qui se trouve être un copain, qui était son assistant. Il dit est-ce que tu as un DJ à me conseiller pour faire une soirée disco au June ? Il lui a répondu David Stepanov. Là, j'avais fait la demande sur Facebook 5 ans avant Arthur Baker, et là je vois Arthur Baker a accepté votre invitation 5 ans après. Voilà. Il m'a engagé, on est devenus copains et on s'est bien marré. C'était assez sympa. Ouais. Sinon, quel est le plus bel endroit du monde où tu as mixé ? Mon endroit préféré ? Ouais. Quelle est compliquée cette question. Je sais pas. L'endroit où j'ai pris le plus de plaisir, c'était à New York. Ouais. Pour le fait de mixer à New York. J'ai fait une soirée disco à New York. Super sympa. Ça s'appelait le Room Service. C'était en 2007. Voilà. Je suis incapable de vous dire où c'était à New York, hein. Mais c'était un super souvenir. Sinon, Costa Rica, si quand même. Le Costa Rica, c'était quelque chose. C'était une soirée privée. Hein. Voilà, rien à raconter spécial, mais c'était sympa. Donc villa en extérieur. Le Costa Rica, c'est la Suisse, c'est l'Amérique centrale. Hein. C'est la Suisse de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud si on l'englobe. C'est-à-dire que c'est safe. C'est propre, c'est clean. Et pourtant, on était dans une villa entourée de mecs avec des kalachnikovs pour nous protéger. C'était presque déplacé. Je comprenais pas pourquoi il y avait ça. Ça craint pas vraiment le Costa Rica. Comment tu te retrouves à mixer pour une soirée privée au Costa Rica ? Parce que c'était une fête privée, donc le client me connaissait depuis très longtemps, de Saint-Tropez 92, précisément. Waouh. Ça remonte. Parce que ça s'est passé en 2014, je crois. Donc il se rappelait de moi, on est resté copains avec ce mec. Hein. Et donc il décide de te faire voyager jusque... Ouais, parce que sa femme est costaricienne et ce sont ses 40 ans. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça, c'est un super souvenir, le Costa Rica, ouais. Tu y es retourné ? Oui, parce que j'ai une petite amie de là-bas, qu'on y est allé plusieurs fois. Voilà. Tu voyages beaucoup ? Pour raisons professionnelles ? Oui. Bah, j'ai fait pour mixer, j'ai fait New Delhi, toute l'Europe de l'Ouest, la Finlande, le Gabon, des lieux assez improbables, ouais. Miami, Marrakech, ouais. Toi, t'as lu mon CV, toi. C'est presque banal. Miami et Marrakech. Oui, Marrakech, New Delhi, beaucoup moins. Ouais. Avec un souvenir New Delhi aussi, ouais. Comment tu te retrouves à New Delhi ? Grâce à Fabrice Dayan, DJ du Rasputin, qui tous les mois envoyait... Qui voulait pas y aller. Non, si, il est allé et tous les mois il envoyait des copains DJ français. Le directeur du lieu, c'était un palace, qui s'appelait Lalit, était français, il voulait faire venir des DJ français chaque mois. Voilà, on s'est bien marré. J'y suis allé avec Iwan, qui est un gros DJ hip-hop français, qui bosse sur Génération depuis la radio Génération.
Alors, j'aimerais revenir à ça parce qu'on parle beaucoup de toi, enfin, le disco et David Stepanov, c'est très très lié, mais en fait, tu mixes de tout et t'aimes beaucoup le hip-hop. Oui, alors plus le hip-hop old school ou very old school. Même. Parce que old school, c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà, ça me parlait déjà beaucoup moins. T'aurais des envies de mixer Non. Hip-hop? Oui. Non, parce que c'est... Alors ça ne l'est plus, mais ça l'était. C'était beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus de boulot que j'en joue. Mais j'en joue j'en mixe comme on mixe de la house. Alors qu'un vrai DJ hip-hop te mixe pas comme ça, tu vois. Maintenant, je peux faire certaines phases sympas, mais sur un quart d'heure, pas sur une nuit. T'as des références de DJ dont tu es fan? Oui, Jazzy Jeff. Jazzy Jeff, c'est dans Le Prince de Bel-Air. J'ai jamais regardé cette série, mais je répète ce qu'on m'a dit. Historiquement, c'est de toute façon le producteur et ami de Will Smith. De Will Smith, voilà. Tu m'aides, merci beaucoup. Même le profane peut aller voir Jazzy Jeff, il va s'éclater. Parce qu'il joue de tout, même s'il joue beaucoup de rap, et d'une façon dont tu n'as jamais entendu ça. C'est pas le seul à faire ça, mais c'est le seul que je connaisse aussi bien. Donc, et puis c'était un des premiers quand même à être aussi technique, aussi fort. Tu l'as rencontré? J'ai passé une soirée à ses côtés en tout cas, ouais. C'est un copain de mon copain Iwan. Donc oui, mais je veux pas vraiment parler lui. Mais enfin, il semble très sympa. Mais je l'ai écouté plusieurs fois, ouais. Dans la continuité, est-ce qu'il y a des lieux où des personnes, pardon, où que t'aurais aimé rencontrer? J'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup de monde, à vrai dire. Hein. J'en ai pas forcément parlé, mais à Saint-Tropez, j'ai rencontré David Guetta, qui était déjà je l'ai dit. Oui. Qui était déjà une vedette. Ça n'a pas arrêté, en fait, par hasard. Je sais pas si on peut appeler ça du hasard, mais très souvent, j'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer. Sans en faire quelque chose. Hein, J'ai une anecdote rigolote sur vous voyez ce que c'est le groupe Mojo qui a fait le tube Lady il y a 20 ans? Oui, bien sûr. Ce sont deux mecs très sympas, dont le chanteur c'est Yann Destal. Et on se connaissait comme ça parce que je les avais... Super guitariste. Oui. Je les avais interviewés... à l'époque, j'avais un site internet qui s'appelait clubtrotter.com avec Afshin Assadian, le patron du June. Voilà, on interviewait des artistes comme ça, donc on se connaissait, on se disait, on n'était pas copains, mais on se disait bonjour. Il se trouve qu'en 2011, je le rencontre à Bangkok, dans un marché de 20 000 personnes. On tombe face à face. C'est à Bangkok, en Thaïlande. C'est rigolo, mais ça arrive à tout le monde. La suite est beaucoup moins commune. On se dit... Il te propose de faire un Mojo et tu dis non. Comment ça va? Toi ça va? Moi ça va? Toi ça va? Moi ça va? Super, bonnes vacances, ça m'a fait plaisir, à bientôt. On se dit au revoir. 36 heures après, je vais pas demander quand est-ce qu'il est rentré. Moi, je rentrais tout de suite. 36 heures après, je suis à Saint-Lazare, chez moi, où j'habite à l'époque. Je descends. Je l'ai jamais rencontré par hasard à Paris, lui. Hein. Je descends, j'ouvre la porte et je tombe nez à nez avec lui. Dingue. Donc, en l'espace de 36 heures, là, on tombe sur une chance sur 7 milliards quand même. Hein. Bangkok, nez à nez. 36 heures après, Saint-Lazare, nez à nez. Le mec a été numéro 1 dans le monde entier avec Lady Mojo, et là il me dit ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et comme vous pouvez le voir 10 ans après, on n'a rien fait. Et j'ai peut-être qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. On profite des 4 semaines pour pour le contacter. Salut Yann, tu te souviens de moi? Non. Je suis en train d'apprendre à jouer du piano. Je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais. Sinon, est-ce que tu as une passion autre que ton métier? Le cinéma. Ah bah, enfin, à part, ça a été un de tes métiers, on va dire. Là, je suis très branché. Plus le temps passe, plus je me dis que je réaliserai pas. Je ferai pas de court-métrage. Bon, on sait jamais, peut-être. Hein. Mais je suis moins excité à l'idée d'en faire. Hein, et moins triste à l'idée de pas en faire. Donc je suis plus branché bande dessinée maintenant. J'ai envie de prendre des cours. Je sais pas dessiner, attention. Mais j'ai envie de prendre des cours de dessin pour faire une bande dessinée. Alors ça, depuis que je suis enfant, j'ai envie de ça dans un coin de ma tête. Hein. Et là, ça se concrétise un peu plus. Là, vraiment, j'ai très 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 envie de le faire. Ça. Donc le point commun quand même de tout ça, c'est l'écriture. Ouais, ou la création. La création. Ouais, la création.
Même parce que c'est un peu présomptueux de dire ça, mais même le mix de DJ, c'est un truc créatif. Tu vois, c'est pas évident pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Enfin, non, c'est une forme d'écriture sonore, mais tu racontes une histoire au fur et à mesure de... J'ai besoin de créer. Vous n'êtes pas des jukebox. Voilà, exactement, merci madame. Non, j'ai besoin de créer, c'est un réel besoin. D'ailleurs, si les gens pouvaient venir te voir pour parler cinéma plutôt que de te demander des titres, ça serait super. Ouais. Ça arrive combien de fois la moyenne, c'est quoi? De quoi Quand viennent te demander une chanson dans une soirée. Bah, c'est pas forcément, j'allais dire presque tous les soirs. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Écoute, c'est une fois sur 10 maintenant. Ouais. Est-ce que je fais peur? Est-ce que je suis moins avenant? Je sais pas. Parce qu'effectivement, il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus, mais là, c'est assez rare. Ouais. Peut-être que je suis moins accessible. Je suis dans des lieux moins accessibles. Au Bus Palladium, je suis sur une scène, donc les gens montent pas. Voilà. Voilà. Puis souvent, la soirée se passe très bien, ils n'ont pas besoin de demander. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie? Oui. Tu dis oui, tu es esclave, tu dis non, tu es maître. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant que je réalise ça, je disais un peu trop souvent oui. Tu veux travailler bénévolement pendant 12 heures d'affilée? Oui. Maintenant, j'arrive à dire non. Cette phrase m'a beaucoup aidé. Ouais. Il y a plein d'autres phrases, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est celle-là. Ouais. Tu l'as découverte, apprise Je l'ai lu sur un mur Facebook d'un copain. Sur le mur Facebook d'un copain, je dis mais bon sang, mais c'est bien sûr. Oui. C'est tout con, il faut y penser. Mieux vaut tard que jamais. C'était il y a déjà plus de 10 ans, heureusement. Mais c'était très compliqué pour moi de dire non avant que je réalise qu'on pouvait dire non. Sur ces bonnes paroles, nous te remercions d'être venu. C'est moi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous et de voir enfin Yann Jarreau en plein jour pour la première fois depuis 30 ans. Escroc. On remercie Brief, on remercie également Michael Winter qui a signé le générique du podcast. Merci beaucoup. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.